Les sources internes de l'innovation. Ça, le principe est connu depuis longtemps, c'est-à-dire de la marque. Une entreprise va répondre par ses facteurs internes, c'est-à-dire ses hommes, ses femmes, ses compétences, ses routines, ses savoir-faire, ses organisations. Ça, vous le savez, c'est les facteurs internes. Et répondre aux facteurs externes. Cette dialectique, elle a été évoquée par M. Lebert tout à l'heure, on la connaît. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler la créativité, c'est-à-dire de répondre à cette innovation créative. Ça, c'est à prendre. Quels sont les facteurs internes? C'est évidemment la diversité. Un des problèmes en France, dans les grandes entreprises, c'est l'homogamie, c'est-à-dire la tendance à recruter des gens de la même école. Et si tout le monde a la même vision du monde, on ne risque pas de percevoir la diversité et l'innovation darwinienne. Alors les gens disent, ouais, c'est à cause des énarques. Mais non, les politiciens, vous, bon, c'est pas ça la question. Le problème, c'est pas les énarques. Le problème, c'est qu'on a des énarques dans tous les postes de décision. C'est ça le problème, pas de diversité. C'est pareil pour les techniciens, ce sera pareil pour vous si vous aviez toutes les postes de décision. Donc, c'est une atteinte. Un jour, quelqu'un de Subdeco, comme ça, vous faire plaisir, cela. Il dit, moi, c'est plus facile de gérer des gens de Subdeco que je suis de Subdeco. Je dis, c'est quoi ton problème, mon gars? C'est de gérer facilement une équipe en interne pour assurer ta position ou de gérer l'équipe qui est capable d'innover pour gagner à l'extérieur? Comme font les chimpanzés. Et dans une banque, ils ont lu mon bouquin, le gars me dit, tu sais, moi j'innove, j'ai lu ton bouquin, il dit, j'ai un tiers des grandes écoles, j'ai un tiers de la fac. C'est vrai que les gens de la fac, les doctorants, hein, on est ici, on est un peu plus merdique, mais pour sortir les bonnes idées, on est quand même bon. Et pour les mises en œuvre, les autres, c'est pas le meilleur en moyenne. Hein. Et troisièmement, il y a des gens des écoles de commerce ou de management, parce qu'eux, ils connaissent le monde extérieur. Moi, je déplace le curseur, 20% de productivité en termes d'innovation. Allez, hop, c'est parti. Vous voyez? Il dit, je laisse faire, ça va. Bien compris, tout le chef d'orchestre, voilà, enfin, ça va bien. Voilà. Et récemment, je peux parler, on parlait de site officiel. A été inauguré récemment, il y a une agence d'innovation pour une très grande entreprise de l'énergie en France, que je ne peux pas trop citer. Mais en attendant, j'avais dit, vous êtes les meilleurs techniciens du monde, c'est bien les gars. Mais ça ne va pas suffire aujourd'hui. Aujourd'hui, pour prendre les marchés, pour s'installer, il va falloir que vous ayez les meilleures techniques, conditions nécessaires, et que vous intégriez dans les problématiques actuelles, l'environnement, l'écologie, la RSE, etc. Et du coup, on va se retrouver. Et nous avons monté un groupe dans lequel je tenais à ce qu'il y ait des personnes de l'industrie, donc économie dite classique aujourd'hui, quelqu'un des nouvelles technologies, des réseaux, et quelqu'un de l'économie très traditionnelle, c'est-à-dire la personne qui a renouvelé toutes les traditions de l'aubrac. Vous vous rendez pas compte, vous mangez l'aligot aujourd'hui, de la branche d'aubrac, vous avez de beaux couteaux qui s'appellent des laïoles, il y a 20 ans, ça avait quasiment disparu. Donc c'est comment retrouver, là aussi, des choses du passé. Vous savez, c'est un vrai problème. Quand on a une génération, on trouve que nos parents sont has-been. Et on trouve que ce que faisaient nos grands-parents, c'est marrant. Là, j'ai fait une brocante, c'est marrant, c'est la saison. J'ai ramené une vieille machine à coups de Singer, absolument superbe. Le fils se fout de ma gueule. Oui, mais moi, c'est le truc de mes grands-parents, je trouve ça sympa. Ouais. Donc, ouais, c'est assez rigolo, parce qu'il y a des sauts de génération comme ça. Là, c'est top. Donc, j'avais 3 domaines de l'économie qu'on a mis ensemble. Et puis je suis allé avoir des gens de la culture, donc le directeur des éditions Privat. Et puis il y avait une normalienne, quand ils partent, ceux-là, ils sont bons, je peux vous dire. Puis un professeur d'école d'économie de l'ESC Toulouse, tiens, voilà, pour parler de l'ESC. Et puis il y avait un gars qui était chargé de l'innovation et du développement durable à la municipalité de Millau, on parlait du pont Millau, voilà, par exemple. Il parlait de tout ce que ça a appliqué autour de ce pont, qui est une source d'innovation extraordinaire au niveau de la région, parce que le pont a été, ça n'a pas été que pour faire passer les touristes, il y a tout un espace économique qui était pensé, intégré, dont la gastronomie d'ailleurs, autour de ça. Voilà. Et bien du coup, voilà comment ça fonctionne. Donc on retrouve l'exemple que je vous donnais tout à l'heure de l'interdisciplinarité. Au début, ils se sont dit, ce truc-là n'a pas marché, et ça a super bien marché, et on va renouveler évidemment le processus. En derrière cela, donc, faut-il être darwinien ou lamarckien? Ben non, c'est une question de management de l'innovation. Quand ça va bien, faites du Darwin. Michelin, par exemple, vous savez, Michelin, ils sont toujours leaders. Vous savez pourquoi? Ils n'attendent pas d'avoir des problèmes pour innover. Ils font l'innovation darwinienne avec les R&D. Ils ont plein d'innovations dans les cartons. Mais tant qu'ils sont leaders du marché, ils ne touchent pas. Puis quand le marché commence à s'élever, ils sortent un truc. C'est pas au moment où vous avez le nez dans le guidon que vous allez vous en sortir. Quand les crises arrivent, c'est trop tard, ça sélectionne. Si vous n'avez pas fait de l'innovation darwinienne avant, c'est foutu. Oui. Donc, mais à partir de. Donc, variation, sélection, et ensuite développement, bien sûr. Donc là, la marque revient, nos savoir-faire d'ingénieur. Donc voilà un petit peu quelles sont ces grandes idées d'innovation, mais vous voyez, c'est une question de culture. Et derrière cela, évidemment, comment se fait-il, et ça c'est un constat qui est assez peu connu,
Comment se fait-il quand vous regardez les 25 premières entreprises aux États-Unis et en Europe continentale? En Europe continentale, on n'a aucune qui a moins de 40 ans. C'est un Bertelsmann dans un domaine classique. Aux États-Unis, il y en a déjà plus d'un tiers. Pourquoi? Ça a été dit par M. Matvey, c'est qu'ils ont une culture des erreurs. Pour innover, il faut accepter de se planter. Il a cité Einstein tout à l'heure. Woody Allen dit la même chose. Je n'ai pas pris mon PowerPoint pour vous présenter ça aujourd'hui. Mais en fait, innover, c'est accepter de se tromper. Et Pascal Liotto, qui avait co-créé Business Object, avait dit un jour, on était devant les anciens élèves de Stanford, il me dit, tu sais Pascal, les Américains se méfient de moi. En fait, il me disait se défier. Je dis pourquoi? Il dit, j'ai une carrière à la française, centrale, j'ai créé ma boîte, ça s'est développé, l'Angleterre, Silicon Valley, etc. Et il dit, voilà, j'ai une carrière à la française, je n'ai pas commis une seule erreur. Je dis alors, pour les Américains, c'est suspect. Steve Jobs, beaucoup d'entre vous sont beaucoup trop jeunes, mais vous ne savez pas la galère qu'il a eue dans les années 80, le gars. Il s'il sort le Macintosh, mais il fait une énorme erreur marketing, et ça n'a pas fait un pli, ils l'ont viré de chez Apple. Et ensuite, il a créé Pixar, ça marchait, mais c'est pas lui qui s'en occupait. Il a fait Next, où il s'est planté, et en se plantant avec Next, il a conçu le concept de iPad et de iPod. Donc, Steve Jobs, rappelez-vous, c'est une plus grande partie de sa vie, ça n'a pas été facile. Donc les grands innovateurs se sont plantés. On parlait tout à l'heure d'Edison. Edison, par exemple, il s'est planté sans gramophone, il n'a pas revenir. Mais c'est un musicien qui a pensé. Parce qu'il était resté sur l'idée d'enregistrer des paroles pour les secrétaires. Alors c'est un Allemand qui a eu l'idée de se dire, tiens, parce que je suis musicologue, vous voyez, l'inspiration de la musique pour la technologie, vous c'est la peinture ou la poésie, et bien c'est ça qui a donné les fameux gramophones et la Deutsche Grammophon. Oui, toujours pareil, diversité et différentes approches. Alors, question de culture aujourd'hui, ben, il vous appartient, vous les jeunes générations, et à nous de vous aider à vous planter, à vous tromper, à essayer, etc. Et de faire en sorte que c'est valorisant et que, véritablement, comme dit un philosophe, Francesco Zavater, la seule véritable entreprise de l'homme, c'est de s'inventer lui-même. Mais effectivement, un jour, je clôturais les travaux de Croissance Plus, M. Schalman, grand économiste, dit ceci, en France c'est trop facile de créer une entreprise et quand on se plante c'est traumatisant. Je lui dis deux choses, je ne savais pas que c'était facile de créer une entreprise en France. Et deuxièmement, c'est une question de culture, parce que chez nous, si on se plante, tout le monde attend que vous vous plantiez. Parce qu'aux États-Unis, on voit ce mec-là et cette fille aura essayé. Donc c'est une question de culture. C'est une question d'accepter chez les banquiers, chez les administrations, chez les politiques, que nous soyons dans une stratégie d'essai-erreur, que les gens essayent, qu'il ne faut pas les fustiger. Évidemment, il peut y avoir des erreurs qui se répètent, c'est un peu douteux, mais en l'occurrence, c'est une question de culture. Et je terminerai par quelque chose que j'aime bien évoquer, qui est la conquête, donc, de l'Australie. Qu'est-ce qui fait que des hommes et des femmes sont allés en Australie il y a 70 000 ans? Alors, ils savaient naviguer, ouais. Ça fait 100 000 ans qu'ils naviguent. Ils avaient des techniques, ouais, ils avaient des techniques. Mais aller en Australie, chers amis, en Nouvelle-Guinée, c'est 80 km de mer, un minima qu'il faut traverser. Donc par-delà l'horizon, l'inconnu absolu. Or, on ne va pas au-delà de l'horizon parce qu'on sait naviguer, ou parce qu'on a des techniques, c'est parce qu'on a une vision, c'est parce qu'on a une croyance commune, le sens qu'évoquait tout à l'heure M. Lovera. Et c'est ça, effectivement, qui fait que nous, les hommes, nous sommes très différents, et pourtant tellement identiques, mais différents en termes de créativité des chimpanzés, c'est que nous sommes capables d'avoir ces visions, ces conceptions qui nous amènent à changer le monde. Seulement, je sais, ces conceptions, ces visions du monde peuvent être aussi des freins extraordinaires. Ceux qui vous disent on a toujours fait comme ça, ceux qui vous disent que l'évolution ça n'existe pas, ceux qui vous disent qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Je peux vous dire, vous avez intérêt à y penser au réchauffement climatique et c'est une sacrée source d'innovation. Eh oui. Oui. Donc, voilà. En fait, pour quelle raison innover, c'est pas qu'une affaire de technique, la technique est très importante, surtout à Grenoble, c'est une question de culture, et c'est pour ça que l'exemple de Grenoble, c'est qu'il cité tout à l'heure, est assez exceptionnel en France, d'autres exemples se développent, et ça se fait jamais sur les universités. Stanford est l'exemple paradigmatique, et puis Silicon Valley, évidemment. On a besoin des universitaires, on a besoin des écoles, on a besoin des entrepreneurs, on a besoin des banques, on a besoin, et c'est ce que j'appelle une écologie entrepreneuriale, on a dit qu'il y avait un système écologique. Hein, c'est une écologie entrepreneuriale qui fait que c'est une culture. Et une culture,
La culture entrepreneuriale, ce n'est pas la culture de l'entreprise, c'est la culture de ceux qui veulent innover et faire des choses nouvelles. Et ça, innover, c'est dans les entreprises, c'est dans les administrations, c'est en politique, c'est aussi dans les banques et partout. Donc voilà ce que le paléanthropologue, pas encore facile, voulait exprimer auprès de vous. Merci.